Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Dany Le Prince devra attendre le 6 avril pour savoir si un nouveau procès aura lieu. La clinique Mancel du Tertre Rouge en passe d'être vendue. La décision tombera d'ici un mois. Le respect des bandes cyclables, un combat que mène l'association Cyclamen sur le terrain. Et puis à Malicorne, création d'une faïence par des personnes handicapées. Mon invité, Arsène Poirier, pour évoquer notamment l'état des rivières en Sarthe à l'occasion d'un colloque qui se tient samedi à l'Université du Mans. Mais on commence par l'affaire Dany Le Prince. C'était attendu. Dany Le Prince va devoir patienter encore un peu avant d'en savoir plus sur son sort judiciaire. La Cour de révision l'auditionnait aujourd'hui. Elle se prononcera le 6 avril sur sa requête contre sa condamnation à perpétuité pour le quadruple meurtre de Torigné-sur-Dué. Ce matin, le parquet général a demandé à la Cour d'annuler la condamnation et d'ordonner un nouveau procès. Il rejoint en cela la plaidoirie de l'avocat de Dany Le Prince. Ce dernier, libéré de prison depuis le 8 juillet, a clamé une nouvelle fois son innocence devant la Cour. Michel Lelièvre, le PDG de la clinique du Tertre Rouge, envisage de vendre son établissement à son voisin du pôle Santé Sud, CMCM, Michael Texier. Clinique du Tertre Rouge, les difficultés s'enchaînent depuis quelque temps. La maternité peine toujours à se remplir, la trésorerie reste fragile. Les mouvements sociaux se sont multipliés l'année passée, conduisant à l'éviction du directeur. Et au printemps, l'urologie sera sinistrée avec le départ des 2 médecins. Le PDG, Michel Lelièvre, a annoncé aux salariés ses intentions de vente lors d'un comité d'entreprise extraordinaire début mars. C'est une question d'opportunité et qui est dans le sens d'une meilleure organisation et d'un meilleur accueil, d'une meilleure gestion également. C'est vrai que les difficultés de gestion se trouveront de ce fait beaucoup moindres après la réunion complète de ces 2 entités. C'est évident. Les syndicats ont été surpris, mais voient cette perspective plutôt d'un bon œil. Ils se disent malgré tout vigilants sur le maintien du nombre d'emplois avant la cession. Si la vente se réalise, l'acheteur, CMCM, sera donc le seul et unique propriétaire du pôle Santé Sud créé en 2008. Et on reparle de l'école privée. Le Conseil général de la Sarthe a décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Nantes. On vous en parlait hier. Cette décision annule l'attribution d'une subvention du Conseil général, donc, à l'organisme chapeautant l'ensemble des écoles privées du département. Cette subvention, votée en 2008, se montait à 140 000 €. On écoute le président du Conseil général, Roland Duluard, au micro de Benoît Doisy. C'est une surprise ou une non-surprise, ça dépend comment on interprète. Depuis toujours, le Conseil général donnait une subvention à l'UDGEC, donc nous ferons appel. Cela dit, certains de mes collaborateurs m'avaient dit on ne peut plus le faire de cette façon-là. Maintenant, nous donnons la même chose. La seule chose, c'est que nous le donnons maintenant sous forme d'aide à l'investissement et non plus sous une forme de participation relativement modique au fonctionnement. TF1 débarquement ce vendredi avec Vincent Cerruti, bien connu de nos téléspectateurs, et Sandrine Quétier. On le rappelle, les deux co-animent l'émission Danse avec les stars, dont la finale aura lieu samedi soir. Plusieurs rendez-vous sont prévus, dont un le matin au lycée Sud, l'autre l'après-midi au Carré Plantagenet, le musée d'histoire et d'archéologie du Mans, où vous pourrez aussi découvrir les coulisses de la météo de TF1 entre midi et 19h. Cette journée est la première organisée par la chaîne dans le cadre d'une tournée nationale de promotion en région. Et puis, vous retrouverez bien évidemment Vincent et Sandrine dans Tous Azimuts, l'émission d'Olivier Morezin, et ce, dès 19h sur notre antenne. On évoque à présent la circulation en ville où les vélos ont parfois du mal à se faire respecter. Il y a des bandes cyclables, certes, encore faut-il qu'elles soient laissées libres par les automobilistes. Et pour les sensibiliser, ces automobilistes, l'association Cyclamen pose des faux PV sur les pare-brises. Ça a lieu ces jours-ci. Démonstration devant la caméra de Michael Texier. Au Mans, il suffit de prendre son vélo quelques minutes pour s'en rendre compte. Circuler à 2 roues n'est pas une chose aisée. Monsieur est garé sur la bande cyclable. On va afficher sur son pare-brise un faux PV à l'effigie de notre association. Et derrière ce PV, on relate un fait où 2 personnes qui étaient à vélo ont fait un écart pour éviter une voiture garée comme celle-ci et elles ont perdu la vie. Petit échange avec l'automobiliste indélicat. Là, c'est un endroit qui est réservé aux vélos.
Vous prenez en plus la place aux piétons puisque vous empêchez. Parce que j'ai jusqu'à là avec Mais on a toujours tous une bonne raison de mal se stationner, mais souvent il faut penser aux autres. Donc. Le conducteur a visiblement compris le message, il va chercher une place un peu plus loin, mais à quelques mètres de là, une autre voiture pose problème. Richard Corollaire ressort ses faux PV. Dans les villes comme Le Mans, où il y a un constructeur automobile et en plus il y a un circuit, la voiture est reine. Et il y a des endroits où les bandes cyclables ne sont pas respectées. Tout ce qui concerne le vélo est de moins en moins respecté. Le message que l'on fait passer derrière, où on relate le décès de ces deux personnes, marque quand même les gens et on voit bien que ça les marque quand même, quoi. Ils font un petit peu attention à ça. Un petit peu, mais pas suffisamment, les cyclistes ont toujours du mal à se faire une place sur la chaussée. Et pourtant, la municipalité du Mans l'affirme, le respect des bandes cyclables est une priorité. Vendredi matin, j'ai une équipe à partir de 7h30 et puis jusqu'à midi qui va faire toute la ville pour verbaliser tous ceux qui seront sur une piste cyclable. Il en coûtera 35 € aux contrevenants. Quant aux faux PV de Cyclamen, l'association en a distribué plus de 500 depuis le début de la semaine. Rassemblement anti-nucléaire ce soir du côté de la place de la République. Cela avait lieu il y a quelques minutes à l'appel des partis d'extrême gauche et des écologistes. Et ce, au moment où le Japon tente d'éviter une catastrophe nucléaire. La centaine de manifestants dénoncent notamment la vulnérabilité de certaines centrales françaises aux risques naturels. D'écologie, il en sera aussi question ce samedi à l'occasion du colloque dont vous êtes l'un des organisateurs. Arsène Poirier, bonsoir. Vous êtes également membre de l'association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe. Alors, ce colloque réunit à l'université des intervenants, des spécialistes, des passionnés des rivières pour débattre notamment de la qualité de l'eau et du niveau d'eau dans les rivières. Alors, on va commencer par la question de la qualité de l'eau. Récemment, une étude faisait état du mauvais état des rivières en France, de l'état de la pollution. J'imagine que c'est aussi le cas en Sarthe. Oui, je crois qu'il y a un consensus, la qualité de l'eau se dégrade et de plus en plus, on voit de moins en moins de poissons. Il y a absolument consensus sur cette qualité de l'eau et il y a une volonté européenne, une directive cadre européenne qui nous demande, qui nous incite, qui nous oblige à venir à un bon état chimique de l'eau et un bon état écologique de l'eau. Et il y a consensus. La qualité de l'eau. Alors vous allez ce samedi dévoiler un inventaire de la biodiversité des rivières en Sarthe. Peut-être pas tout à fait. Si vous voulez, ce samedi, on va aborder la pollution de l'eau. Il y a 3 causes de pollution reconnues par l'agence de l'eau, si vous voulez, 3 causes possibles. Soit à titre industriel, ça peut arriver par accident en général. C'est contenu, une pollution agricole qui est maintenant identifiée, qui est connue, sur lequel l'agriculture agit par des méthodes culturales, sur lequel il y a certes encore des progrès à faire. Et une autre pollution dont on parle moins, mais nous sommes aujourd'hui 65 millions de consommateurs, j'allais dire c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est-à-dire ce sont nos produits ménagers, ce sont les médicaments que l'on absorbe, et cette pollution-là n'est pas forcément arrêtée dans les stations d'épuration. Et cet inventaire l'a mesuré, cette pollution-là? Alors, si vous voulez, autant comme on peut trouver 50 interlocuteurs pour nous parler de la pollution agricole, parce qu'en général on ne parle que de ça, il ne nous a pas été facile de trouver un intervenant sur cette pollution que l'on appelle domestique. En fait, nous avons trouvé un intervenant à l'Université du Maine qui va nous parler de cette pollution domestique. Non pas sur la façon d'agir dessus, mais déjà sur son recensement. Recensement. Alors, il y a tout un débat, justement, à propos pour, combattre ces problèmes de qualité de l'eau. Un débat sur, notamment, le niveau des rivières. Alors, expliquez-nous un petit peu ça. Voilà, si vous voulez, si la rivière est polluée, je crois qu'il y a consensus, il y a des polluants, mais il y a une autre approche qui est proposée, c'est-à-dire d'en réduire l'étagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'étagement? Alors l'étagement, si vous voulez, des barrages étagent la rivière, en général sur des hauteurs d'1 mètre, c'est-à-dire sur le Loir par exemple, tous les 2 kilomètres, tous les 3 kilomètres, il y a un ouvrage qui retient l'eau de cette rivière. Et cette eau de rivière, et on remettrait en cause cet étagement qui débute
qui a largement été développée avec les Romains, et la plupart s'est développée au moment où les moulins sont développés, au Moyen-Âge, au 11-12e siècle. Quel est l'argument des gens qui veulent rendre l'état des rivières, les rivières à l'état naturel? Voilà, il y a un souhait, si vous voulez, leur argument, c'est un retour à l'état naturel, la libre circulation des poissons en permanence et la libre circulation des sédiments de la rivière. C'est pas idiot comme idée, non? Alors, c'est peut-être pas idiot. Ceci étant dit, le maintien, si vous voulez, toucher au maintien des niveaux d'eau aura des conséquences écologiques. C'est-à-dire que l'eau qui coule dans nos rivières aujourd'hui, elle coule pas beaucoup à cette saison-là. Elle ne vient pas de la fonte des neiges. Elle vient si vous voulez, de l'imprégnation des terrains, des nappes d'accompagnement. Et puis, beaucoup de gens ont besoin. Le paysage a été fait avec ces étagements. Et justement, au colloque, ils vont venir témoigner. Le tourisme. Une rivière sans eau en été, le touriste ne viendra pas. Demain, des maires vont venir. Il y a des terrains de camping, il y a des terrains de loisirs. S'il n'y a pas d'eau ou très peu d'eau dans la rivière, ils ne viendront plus. Il y a les agriculteurs. Bon, certes, on agit, on leur demande d'utiliser de moins en moins d'intrants. Alors, les spécialistes me diront si l'eau est un intrant ou pas, mais ils ont besoin d'eau. Pas forcément pour irriguer, pas forcément pour immerger, mais l'agriculture, ou plutôt l'élevage en bordure de rivière, ces prairies ont besoin d'eau. Les zones humides ont besoin d'eau. Donc nous, ce que vont témoigner demain, c'est tous les gens qui souhaitent le maintien de ces niveaux d'eau pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques. Alors, qui à un moment, on a bien compris votre argument, mais qui à un moment va trancher, va dire, bah non, à partir d'aujourd'hui ou dans les 5 prochaines années, eh ben tant pis, on va supprimer les barrages. Ou au contraire, on va maintenir les barrages. Ce sont les gens qui ont la responsabilité, si vous voulez, par exemple à l'agence de l'eau, sur les conseils des sages qui sont organisés, mais on souhaite, nous, que les riverains, les maires, demain nous aurons beaucoup de maires, nous avons déjà 200 personnes inscrites, nous aurons des maires, nous aurons des pêcheurs, il va y avoir des enquêtes publiques, ce que l'on souhaite, c'est que ces arguments que nous allons développer, si vous voulez, soient pris en compte, c'est-à-dire qu'on ne tranche pas uniquement en fonction d'une idée d'un retour à l'état naturel que personne ne peut nous définir. On croit que l'état naturel, c'est sans doute avant que l'homme soit là. Bien. Eh bien, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que nous concluons notre entretien. Évidemment, on continuera à suivre ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur Poirier, d'être venu sur notre plateau. Direction Malicorne à présent pour cette expérience intéressante menée par l'Espace Fayence. Ce dernier accueille aujourd'hui et demain plusieurs personnes handicapées qui vont créer ensemble la pièce maîtresse d'une exposition prévue en mai-juin. Marine Wolf. Apprendre à manipuler la terre, à se l'approprier pour créer une œuvre collective, c'est le défi lancé à une centaine de personnes en situation de handicap, réunies autour de 3 carrés de terre brute d'1 mètre carré chacun. Ils mettent la main à la terre et créent des objets qui seront ensuite assemblés sur un socle commun. La matière naturelle devient alors un prétexte pour développer les capacités de chacun. On s'aperçoit que par ce biais-là, on peut travailler la concentration, donc qui va se développer. Et puis après, cette concentration-là est transposable sur d'autres activités, qu'on peut avoir à l'IME, sur la classe, sur le travail d'atelier, sur d'autres activités. Et puis l'intérêt aussi s'ouvrir à d'autres choses, d'être plus curieux. Ces ateliers sont également l'occasion d'apporter une réflexion sur les techniques anciennes de fabrication. Les participants n'ont que quelques objets basiques à leur disposition. Un choix délibéré des animateurs qui aiment faire découvrir cette matière avec pédagogie. Il y a une spontanéité dans le travail, dans la création. Donc on est complètement libéré de tout formatage, de toute contrainte. La seule chose, c'est qu'il faut présenter les choses différemment, simplement, avec des objets tout simples, de la terre. Une fois terminée, l'œuvre deviendra la pièce maîtresse de l'exposition Andy Mouaoui, céramique et préhistoire. Elle se déroulera du 9 mai au 30 juin prochain à l'Espace Fayence de Malicorne. Basket pour terminer, le MSB devra se passer d'Alain Kofi pendant encore au moins 6 semaines. L'intérieur Manceau s'est blessé au genou droit en janvier contre Göttingen et la cicatrisation prend plus de temps que prévu. Le club est à la recherche d'un nouveau pigiste médical. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour demain de l'info, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.